La femme que l'histoire a retenue sous le nom de Joséphine Bonaparte est née le 23 juin 1763 sous le nom de Marie-Joseph Rose Tacher de la Pagerie, très probablement sur l'île de la Martinique, dans les Petites Antilles, cet archipel qui s'étire à l'extrémité orientale de la mer des Caraïbes. Une île de sucre, de chaleur et d'esclavage. Un point de départ que rien ne laissait présager comme le prologue d'une des destinées les plus extraordinaires de l'histoire moderne. Dites-nous depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, nous adorons vous lire dans les commentaires. Le père de Joséphine, Joseph, était l'un des propriétaires de plantations de canne à sucre de l'île. Son propre père, Gaspard Tacher, avait quitté la France pour les Caraïbes en 1726, s'installant à la Martinique et y établissant une plantation. Il avait également acquis des terres dans la colonie française de Saint-Domingue, sur l'île d'Hispaniola, là où se trouve aujourd'hui Haïti. Ce domaine portait le nom de la Pagerie, et c'est de lui que la famille avait tiré son patronyme nobiliaire. Malgré les apparences aristocratiques que ce nom conférait, les Tacher étaient bien moins fortunés qu'ils ne le laissaient paraître. Le père de Joséphine avait passé une partie de sa jeunesse en France, à la cour royale, et la famille avait su entretenir ses liens avec la métropole. Sa mère, Rose Claire des Vergers de Sannois, était la fille d'un propriétaire de plantation martiniquais dont les attaches à l'île remontaient bien plus loin que celles des Tacher, jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Elle était d'ascendance à la fois française et irlandaise. Joséphine fut leur premier enfant. Deux autres filles suivraient, Catherine et Marie, nées respectivement en 1764 et 1766. Joséphine fut baptisée aux Trois-Îlets, à la Martinique, et l'on suppose qu'elle y naquit ou dans ses environs immédiats, bien que les circonstances exactes de sa naissance aient été débattues par de nombreux historiens. Une théorie soutient qu'elle serait en réalité née sur l'île de Sainte-Lucie, à quelques 40 km au sud de la Martinique. Quoi qu'il en soit de son lieu de naissance, il ne fait aucun doute qu'elle grandit à la Martinique, colonie française depuis 1635, qui s'était développée, comme tant d'autres îles des Caraïbes, en centre de production de canne à sucre, alimenté par le travail des esclaves venus d'Afrique. Plus tard dans sa vie, afin de se prétendre plus jeune qu'elle ne l'était, Joséphine allégua être née en 1767. Joséphine et ses sœurs furent élevées à la Martinique principalement par une femme réduite en esclavage prénommée Marion. Marion et les membres de la famille Tacher connaissaient Joséphine sous le prénom de Rose, ou Marie-Rose, durant son enfance sur l'île. Le prénom Joséphine, sous lequel elle est entrée dans l'historiographie, est en réalité une construction tardive. Bien des années plus tard, à la fin de l'année 1795, lorsqu'elle rencontra Napoléon Bonaparte pour la première fois, celui-ci décida de l'appeler Joséphine, en s'inspirant de son deuxième prénom, Joseph, la forme féminine du prénom de son père, Joseph. Le surnom s'imposa et, à partir du milieu des années 1790, elle serait connue pour toujours sous ce nom. La vie sur la Martinique était précaire pour elle et pour le reste de sa famille. Malgré sa qualité de propriétaire de plantation, les finances de Joseph Tacher ne furent jamais florissantes. Ce dénuement relatif était en grande partie la conséquence de l'expansion massive de la production sucrière à travers les Caraïbes à la fin du XVIIe siècle et au cours du XVIIIe. Un développement qui fit considérablement chuter les prix que les planteurs pouvaient obtenir pour leurs produits, même si la consommation tripla en Europe au fil du siècle. Cette situation, conjuguée à la mauvaise santé de Joseph, fit que même avec une modeste pension royale accordée en échange de son rôle dans le maintien des forces navales françaises aux Caraïbes, la famille se trouvait perpétuellement au bord de la faillite. Lui et son épouse disposaient cependant de suffisamment d'argent pour envoyer Joséphine et ses sœurs dans un pensionnat tenu par les bénédictines de l'île, à Fort-Royal, pendant plusieurs années. Elles y apprirent les compétences attendues des femmes de la haute société de l'époque: lire, écrire, danser et broder. Joséphine allait bientôt devenir l'instrument par lequel les Tacher chercheraient à sortir de leurs difficultés financières. La sœur du père de Joséphine, Marie-Euphémie Désirée Renaudin, avait entretenu bien des années auparavant une liaison avec François de Beauharnais, issu d'une famille de rang social inférieur à celui des Tacher, mais dotée d'une fortune nouvelle et substantielle. La famille de Beauharnais retourna bientôt en France, mais laissa l'un de ses enfants, un garçon prénommé Alexandre, à la Martinique, dans un arrangement singulier par lequel il fut élevé par l'ancienne maîtresse de son père, la tante de Joséphine.
À un moment donné, au milieu des années 1770, alors que la sœur de Joséphine, Catherine, approchait de ce que nous appellerions aujourd'hui l'adolescence et de l'âge auquel on pouvait se marier selon les critères du XVIIIe siècle, les Tacher organisèrent son union avec Alexandre, ce qui devait apporter une importante dot à la famille grâce à la fortune des de Beauharnais et les sauver de leurs difficultés financières. Cependant, au beau milieu de ces négociations, Catherine mourut. Sans se laisser décourager, la famille proposa immédiatement qu'Alexandre épousât Marie, la plus jeune des 3 sœurs. Mais la mère de Joséphine et sa tante estimèrent qu'elle était trop jeune, et c'est ainsi que Joséphine fut choisie pour épouser Alexandre à sa place. La proposition fut acceptée et, en 1779, Joséphine et son père prirent la mer en direction de la France pour que le mariage y soit célébré. Joséphine et Alexandre se marièrent à Noisy-le-Grand le 13 décembre 1779, dans ce qui constitue aujourd'hui la banlieue parisienne, mais qui était alors une petite ville à l'est de la capitale. Sa vie à la Martinique lui avait procuré une éducation de base convenable pour une femme de la petite noblesse, mais aux yeux de la France elle-même, elle passait pour une provinciale peu dégrossie, jugée sévèrement par ses contemporains comme manquant de culture à une époque où la société française évoluait rapidement. À l'inverse, on la considérait comme une grande beauté à mesure qu'elle devenait jeune femme, bien qu'un détail majeur vint ternir cette image. Ses dents, noircies et cariées dès le plus jeune âge, conséquence directe d'une enfance passée sur une plantation de canne à sucre, à une époque où les soins dentaires n'existaient pas encore. La capacité d'adaptation discrète de Joséphine se manifesta très tôt. Elle apprit simplement à sourire sans montrer ses dents. La vie de Joséphine avec Alexandre dans les années 1780 ne fut pas facile. Alexandre était un mari violent, qui l'agressa physiquement à de nombreuses reprises, et se révéla également un coureur de jupons invétéré, entretenant de nombreuses maîtresses. Ils eurent 2 enfants, Eugène, né à l'automne 1781, et une fille, Hortense, 1 an et demi plus tard, au printemps 1783. En 1785, elle le quitta une fois, emmenant les enfants avec elle, après qu'Alexandre se fût montré à la fois violent et largement absent, vivant avec sa maîtresse. Elle se réfugia à l'abbaye de Pantemont, un couvent, mais dut finalement en partir lorsqu'Alexandre se présenta et enleva le jeune Eugène pour la contraindre à rentrer à leur domicile parisien. Le couple fut dès lors séparé de fait, sans jamais divorcer, à une époque où le divorce était peu pratiqué. Hortense fut envoyée à la Martinique en 1788 pour y passer plusieurs années au sein de la famille élargie. Pendant ce temps, Joséphine commença à tisser son propre réseau d'amants en France et devint, de la vie générale, une amante accomplie, ce qui semble avoir été l'une des raisons pour lesquelles Napoléon Bonaparte fut si éperdument épris d'elle lorsqu'ils entamèrent leur relation quelques années plus tard. La trajectoire de la vie de Joséphine, comme celle de tant d'autres Français et Françaises, et finalement d'innombrables personnes à travers l'Europe, fut radicalement bouleversée par les événements de 1789. Les années 1780 avaient été marquées par une série de crises en France, provoquées par des mauvaises récoltes et une mauvaise gestion des finances de l'État. À la fin de la décennie, la crise économique avait atteint un tel degré que le roi Louis XVI et ses conseillers n'eurent d'autre choix que de convoquer une réunion des États généraux, le Parlement français, qui ne s'était pas réuni depuis 175 ans en raison du caractère absolutiste de la monarchie française. Lorsqu'il se réunit à Versailles au début de l'été 1789, le roi et ses ministres perdirent rapidement le contrôle de la situation et les membres des États se constituèrent en Assemblée nationale qui devint de fait le gouvernement de la France. La Révolution française en marche aboutit bientôt à la prise de la Bastille à Paris le 14 juillet. Et à l'automne de la même année, le roi et la reine furent contraints par les révolutionnaires de s'installer à Paris, où ils furent placés sous une forme d'assignation à résidence. Dans l'année qui suivit, une refonte radicale de la société française fut entreprise pour supprimer les privilèges de l'aristocratie et de l'Église catholique romaine. À ce stade, une monarchie constitutionnelle fut maintenue grâce aux efforts de nombreux modérés. Mais les révolutionnaires exercèrent un pouvoir considérable et commencèrent à bâtir un nouveau type de société fondé sur les idées des Lumières françaises et de la Révolution scientifique. Dans un premier temps, la famille de Beauharnais prospéra grâce à la Révolution.
Alexandre avait été proche de la cour du roi Louis XVI et fut élu comme représentant de la petite noblesse aux États généraux lors de leur première réunion à Versailles au début de l'été 1789. Mais il trahit rapidement ses allégeances envers la couronne et rejoignit le tiers-État, élu parmi la bourgeoisie et d'autres figures du monde juridique et marchand, qui mena la Révolution dès lors. Il vota même pour l'abolition du féodalisme et renonça ainsi à sa propre position de petit noble. Il assuma 2 brefs mandats de président de l'Assemblée nationale, constituante au cours de l'été 1791, qui avait succédé à l'Assemblée nationale en tant que parlement révolutionnaire. Par la suite, alors que la France se retrouvait en guerre contre l'Autriche, la Grande-Bretagne et un certain nombre de leurs alliés, il reprit sa carrière militaire, ayant servi auparavant dans la guerre d'indépendance américaine, lorsque la France s'était alliée au jeune gouvernement des États-Unis. Il était tenu en si haute estime qu'Alexandre se vit même proposer le poste de ministre de la guerre en 1793. Bien qu'il fût largement séparé de Joséphine, ils étaient toujours mariés et avaient 2 enfants ensemble, et elle bénéficia donc, tout au long du début des années 1790, de son rôle couronné de succès dans la Révolution. Mais tout s'effondrerait très rapidement au milieu de la décennie. Malgré son engagement révolutionnaire, le cours des événements à partir de 1792 allait conduire Alexandre à perdre la vie de manière involontaire. Au milieu de l'été 1791, le roi Louis et la reine Marie-Antoinette tentèrent de fuir Paris en direction des Pays-Bas autrichiens, où ils devaient trouver refuge auprès du gouvernement d'Autriche, dont Marie était originaire. Leur tentative de fuite fut déjouée et ils furent ramenés à Paris. Dès lors, de nombreux révolutionnaires commencèrent à réclamer des politiques plus radicales, arguant que le roi et la reine ne pouvaient plus être dignes de confiance. Finalement, au cours de l'année 1792, le roi Louis fut mis en jugement et exécuté en janvier 1793, suivi par la reine en octobre de la même année. Le déclenchement de la guerre entre la France et une alliance réunissant la Grande-Bretagne et l'Autriche avait conduit à la mise en jugement du roi et de la reine au printemps 1792. Ce fut le début d'une série de guerres impliquant la France qui allait durer plus de 2 décennies. Cela conduisit également à la radicalisation de la Révolution française, et en septembre 1792, la monarchie fut abolie et la Première République française fut proclamée. Un an plus tard, une faction menée par les clubs jacobins et des figures comme Maximilien Robespierre s'empara du pouvoir politique par l'intermédiaire du Comité de salut public, un organe créé pour écraser les sentiments et les conspirations contre-révolutionnaires. Il entraîna la mort de dizaines de milliers de personnes en moins d'1 an, Alexandre de Beauharnais parmi eux, et accrut la paranoïa collective qui s'était emparée de la vie politique française. Même ceux qui avaient été au premier rang de la cause révolutionnaire tombèrent sous le coup d'une immense suspicion. Les raisons de la chute d'Alexandre étaient doubles. Premièrement, ses origines aristocratiques alimentèrent les soupçons quant à sa loyauté dans les jours de terreur de la fin de 1793 et du premier semestre de 1794. Deuxièmement, il avait été aux commandes lors d'un revers militaire subi par les armées révolutionnaires à Mayence, dans l'ouest de l'Allemagne, au cours de l'été 1793. Ces 2 éléments combinés conduisirent à son arrestation le 2 mars 1794. Malgré leurs différends au fil des années, Joséphine pétitionna courageusement le gouvernement pour obtenir la libération du père de ses enfants, mais ne fut récompensée que par sa propre incarcération à la prison des Carmes à Paris, un lieu sinistre dont les murs étaient maculés du sang des massacres qui s'y étaient produits tout au long du début des années 1790 et où les prisonniers se voyaient refuser l'accès aux toilettes et n'avaient droit qu'à une bouteille d'eau et de maigres rations alimentaires par jour. Alexandre fut finalement soumis à un procès expéditif et exécuté pour complot contre la Révolution par la guillotine, place de la Concorde, rebaptisée place de la Révolution à l'époque, le 23 juillet 1794. Joséphine aurait presque certainement subi le même sort si la terreur n'avait pas pris fin 4 jours seulement plus tard, lorsque Robespierre et ses plus proches associés furent arrêtés le 27 juillet et exécutés le lendemain, dans un événement connu sous le nom de réaction thermidorienne. Joséphine fut libérée de la prison des Carmes peu après. Les historiens ont émis l'hypothèse que Joséphine souffrait peut-être de ce que nous appelons aujourd'hui un syndrome de stress post-traumatique à la suite de son emprisonnement. Veuve en des temps incertains, elle s'attacha à plusieurs hommes influents dans l'année qui suivit, notamment le général Lazare Hoche. Celui-ci était malheureusement marié
et refusa de quitter sa femme pour épouser Joséphine. Paul Barras, l'une des figures politiques les plus importantes de la République au lendemain de la Terreur, devint également son amant pendant un temps. Mais c'est finalement un jeune général, du nom de Napoléon Bonaparte, avec lequel elle noua une relation durable. Cette union fut habilement orchestrée par elle et ne relevait pas du simple hasard. Bonaparte, qui s'était déjà fait un nom comme officier d'artillerie en jouant un rôle décisif dans la victoire française sur une force britannique, napolitaine et royaliste lors du siège de Toulon à la fin de 1793, devint un héros de la Révolution au début d'octobre 1795 lorsqu'il dirigea une division armée de soldats qui empêcha une tentative de prise de Paris par les contre-révolutionnaires le 13 Vendémiaire, selon le nom de la date dans le nouveau calendrier révolutionnaire français. Quelques semaines plus tard, le fils de Joséphine, Eugène, rendit visite à Napoléon avec une requête de sa mère. Le jeune général, qui avait encore la vingtaine et était de 6 ans son cadet, devait l'aider à récupérer l'épée de son premier mari défunt en tant que souvenir de famille. Peu après, Joséphine et Napoléon se rencontrèrent pour la première fois à la fin de novembre 1795. La relation qui s'ensuivit fut une cour effrénée. Il fut presque instantanément épris d'elle et commença à la bombarder de lettres, lui déclarant son amour immense. Joséphine, pour sa part, n'était pas initialement amoureuse de Bonaparte. Elle cherchait depuis 1 an un mari puissant et aisé, et en tant que général et figure politique en pleine ascension, Napoléon représentait un bon parti, bien qu'elle restât en contact avec le général Hoche durant cette période. Si ce dernier avait accepté de quitter sa femme, il est fort probable qu'elle aurait rompu sa relation avec Napoléon pour l'épouser à la place. Mais cela ne se produisit pas, et en janvier 1796, Bonaparte avait fait sa demande en mariage. Une partie de l'attrait résidait peut-être dans le fait qu'au milieu des années 1790, malgré son éducation rustique à la Martinique, Joséphine était devenue une femme du monde sophistiquée, dotée de nombreuses relations sociales et politiques, tandis que Napoléon demeurait une sorte de provincial rustique originaire de l'île de Corse. Napoléon, d'ascendance italienne, était d'une intelligence vive et d'une énergie sans bornes, mais ses manières mondaines restaient assez grossières. Joséphine lui offrait sophistication et fascination à la fois. Ils se marièrent lors d'une cérémonie civile dans le 2e arrondissement de Paris dans la nuit du 9 mars, à peine 3 mois et demi après leur première rencontre. Napoléon arriva avec 2 heures de retard à la cérémonie. Joséphine portait une écharpe tricolore républicaine sur sa robe de mariée, et tous deux mentirent sur leur âge dans le registre de mariage afin de prétendre qu'il n'y avait qu'1 an de différence entre eux au lieu de 6. Ce fut une cérémonie nuptiale parfaitement appropriée pour ce qui allait devenir l'un des mariages les plus singuliers de l'histoire politique moderne. À peine Napoléon et Joséphine s'étaient-ils mariés qu'il quitta la France. Après 2 ans de quasi-inactivité sur le territoire national, il avait enfin obtenu un commandement militaire de premier rang, en grande partie grâce à son rôle lors des événements du 13 Vendémiaire. Il fut ensuite nommé à la tête de l'armée d'Italie, où les Français combattaient les Autrichiens depuis un certain temps pour le contrôle du nord du pays. Il quitta Paris 2 jours seulement après leur mariage et allait conduire les forces françaises à une série de victoires majeures qui renversèrent complètement le cours de la guerre de la première coalition en faveur de la France. Son départ pour l'Italie est tristement célèbre dans les récits de leur relation, car à peine avait-il quitté Paris que Joséphine entama une liaison avec un officier de cavalerie de rang modeste du nom d'Hippolyte Charles. Elle semble avoir été attirée par son sens de l'humour et par le fait qu'il était plus détendu que son nouveau mari, la liaison ayant l'allure d'une aventure légère, bien qu'elle durât finalement plusieurs années, de manière intermittente. Avec le temps, cette relation aurait une incidence majeure sur ses rapports avec Napoléon lorsqu'il en prendrait connaissance 2 ans plus tard. À l'été 1796, Joséphine décida de quitter Paris pour rejoindre Napoléon dans le nord de l'Italie. Son départ fut retardé de plusieurs semaines car elle prétendit être enceinte. Que ce fût un mensonge délibéré ou qu'elle ait vécu une grossesse nerveuse à ce moment-là reste incertain. Les premières campagnes de Napoléon en Italie avaient permis de sécuriser le nord-ouest du pays pour les Français, ainsi que la région frontalière avec ce qui est aujourd'hui le sud-est de la France, mais qui faisait alors partie du royaume de Sardaigne. Fait remarquable, le petit groupe de compagnons qui accompagna Joséphine en Italie comprenait son amant Hippolyte,
dont la présence était justifiée par le fait qu'il était lui-même officier militaire. Le frère de Napoléon, Joseph, les accompagnait également, et Joséphine et Hippolyte mirent largement leur liaison en suspens pour la durée du voyage et de son séjour en Italie. Elle retrouva Napoléon près de Milan et s'installa dans le nord de l'Italie, au Palazzo Serbelloni à Milan, pendant plusieurs mois, tandis qu'il poursuivait sa campagne vers l'est en direction de la ville de Mantoue, qui devint l'épicentre de la lutte entre Français et Autrichiens dans la campagne d'Italie. Durant cette période, les Français se livraient au pillage massif des grands tableaux, sculptures et trésors patrimoniaux de l'Italie, hérités des Romains et de la Renaissance, dont un grand nombre finit par aboutir au musée du Louvre à Paris. Joséphine prit elle-même part à ce pillage et développa un goût particulier pour les camées et les pierres précieuses dérobées à la collection privée de la famille aristocratique Est et d'autres familles du nord et du centre de l'Italie. Ce fut le début de son extravagance sans limite, à mesure que Napoléon lui offrait un style de vie toujours plus fastueux au fil des années. Napoléon acheva finalement sa campagne d'Italie, couronnée d'un succès retentissant, aboutissant au traité de Campo Formio en 1797, par lequel la France obtint le contrôle d'une grande partie du nord et du centre de l'Italie. Ces régions seraient désormais gouvernées sous la forme de plusieurs républiques sœurs, qui étaient en réalité des États vassaux de la France. Après sa victoire, Napoléon put rentrer en France, où lui et Joséphine vécurent un temps dans un appartement de la rue Chantraine qu'ils avaient loué. Bien qu'il ne s'agît que d'une résidence temporaire, Joséphine dépensa une somme véritablement colossale, environ 300 000 francs, pour décorer l'appartement de miroirs, de sculptures, de statues, de fresques et de roses fraîches. L'excès de ses dépenses pour ce logement loué fut tel que Napoléon décida finalement d'acheter l'appartement, déboursant un peu plus de 50 000 francs, soit un sixième de la somme que Joséphine avait consacrée à sa décoration. Un tel excès ne fit rien pour la rendre sympathique aux yeux de la famille Bonaparte au sens large, dont la plupart des membres se montraient de plus en plus critiques à son égard. Plusieurs frères et sœurs de Napoléon, ainsi que sa mère, n'avaient jamais approuvé cette union, estimant qu'il avait choisi une épouse peu convenable en la personne d'une femme de 5 ans, son aînée, déjà mère de 2 enfants issus d'un premier mariage. Napoléon balaya ces critiques dans les premières années de leur mariage, mais avec le temps, il accorderait davantage de crédit aux reproches de sa famille envers son épouse. À la suite de sa victoire dans la campagne d'Italie, qui avait laissé la France en guerre uniquement avec les Britanniques, combinée à la réputation qu'il avait acquise à Toulon et à Paris, lors des événements du 13 Vendémiaire, Napoléon était devenu de fait le général le plus vénéré de la République française, celui qui pouvait choisir son propre commandement. Bonaparte en choisit un singulier. Il souhaitait mener une expédition d'envergure en Égypte, où il entendait s'emparer du pays comme première étape d'une possible conquête de l'Inde britannique, réduisant ainsi la puissance de la Grande-Bretagne. Il prit la mer depuis Toulon le 1er juillet 1798. C'est là-bas que Napoléon apprit enfin la liaison de Joséphine avec Hippolyte Charles. Il fut furieux et, bien qu'il ait finalement renoncé au divorce, qui fut sa première réaction, leur relation ne serait plus jamais la même. Leur mariage fut dès lors marqué par des infidélités constantes. Celles de Napoléon débutèrent peu après qu'il eut appris la liaison de Joséphine, lorsqu'il entama une relation en Égypte avec Pauline Fourès, l'épouse d'un officier français. Il ne fit aucun effort pour dissimuler cette liaison et se promenait ouvertement dans les rues du Caire avec elle dans sa calèche, assistant à des événements officiels dans la capitale égyptienne en sa compagnie. Il est fort possible que Napoléon rendit sa liaison si publique afin d'écarter toute critique selon laquelle il aurait été trompé par Joséphine. Quoi qu'il en soit, ce fut la première d'une longue série d'aventures, et au cours de la décennie suivante, Napoléon eut plusieurs maîtresses, engendrant finalement 2 enfants illégitimes en 1806 et 1810. La campagne d'Égypte fut l'une des moins réussies de Napoléon, aboutissant à la conquête temporaire du pays, mais se transformant finalement en désastre militaire. Il quitta le pays avant que l'invasion française ne prit fin, repartant au début de l'automne 1799 sur un navire en direction de la France, laissant ses officiers adjoints aux commandes. Il arriva à Paris le 18 octobre et se rendit à son appartement avec Joséphine. Une dispute monumentale s'ensuivit lorsque Napoléon confronta son épouse pour la première fois en personne après avoir appris sa liaison. Elle l'assura que tout était terminé, affirmation véridique puisqu'elle et Charles avaient effectivement rompu pendant l'absence de Napoléon en Égypte.
Il semble possible que jusqu'à ce jour même, Napoléon envisageât encore le divorce comme une option. Mais Joséphine fit appel à ses enfants pour intercéder auprès de leur beau-père, dont l'affection pour Eugène et Hortense était sincère, et finalement, après de nombreuses larmes et supplications, une réconciliation fut atteinte. Joséphine ne serait plus jamais infidèle à Napoléon, bien que lui le fût à maintes reprises. Sa récompense pour cette fidélité commença 3 semaines seulement plus tard, lorsque, lors d'un coup d'État connu sous le nom de coup du 18 Brumaire, Napoléon devint de fait le chef de l'État français, établissant un nouveau système de gouvernement appelé le consulat, par lequel 3 consuls dirigeaient la France. Mais il ne faisait aucun doute que le véritable pouvoir reposait entre les mains de Napoléon en tant que premier consul. De ce fait, son épouse Joséphine était désormais la femme la plus éminente de France. Les 5 années suivantes, durant lesquelles Napoléon fut premier consul de France, pourraient bien être considérées comme les plus heureuses de leur relation. Après la difficile réunion initiale à son retour d'Égypte, ses pensées de divorce s'estompèrent et Bonaparte dépassa la blessure. Il choisit simplement de ne plus jamais mentionner sa relation avec Hippolyte Charles, tandis que, du moins dans les premières années suivant son retour d'Égypte, Joséphine décida de fermer les yeux sur ses infidélités. C'est d'ailleurs durant cette période que Joséphine semble avoir développé une véritable affection pour son second mari, alors qu'à la fin de 1795 et au début de 1796, lors de leur bref cours avant le mariage, il ne fait guère de doute qu'elle cherchait avant tout à acquérir un mari fortuné dont les perspectives en tant que général et figure politique étaient prometteuses. Leur personnalité s'accordait bien en tant qu'opposés. Napoléon était toujours occupé et préoccupé par une affaire d'État ou une autre, tandis que Joséphine lui offrait un répit de sa nature de bourreau de travail. Ils partageaient un intérêt commun pour l'opéra, le couple se rendant dans les théâtres français des centaines de fois. Elle devint également un intermédiaire permettant à d'autres de raisonner avec lui ou de lui transmettre des informations de manière non conventionnelle. Par exemple, s'il s'agissait de mauvaises nouvelles ou de quelqu'un cherchant à conseiller Napoléon d'une façon avec laquelle il n'était pas d'accord, Joséphine était sollicitée pour intercéder et le raisonner. Elle était affable et charmante, et le ministre des Affaires étrangères de France, pendant de nombreuses années sous Napoléon, Charles-Maurice de Talleyrand, se montra sans doute excessivement sévère lorsqu'il déclara au sujet de l'intelligence de Joséphine que « personne n'a jamais réussi aussi brillamment sans en avoir ». Le soir du 24 décembre 1800, un peu plus d'un an après que Napoléon fut devenu premier consul et dirigeant de fait de la France, lui et Joséphine faillirent tous deux perdre la vie. Cela était dû à un complot visant à faire exploser leur carrosse lors d'un trajet à travers Paris, ourdi par un groupe de conspirateurs contre-révolutionnaires et royalistes, dont beaucoup avaient participé à des soulèvements contre le gouvernement républicain dans l'ouest de la France tout au long des années 1790. Ils parvinrent à placer un engin incendiaire dans une charrette rue Saint-Nicaise, sur le chemin qu'ils croyaient que Napoléon emprunterait ce soir-là pour se rendre à l'opéra. Lui, Joséphine et plusieurs autres empruntèrent effectivement cet itinéraire ce soir-là dans 2 carrosses différents avec une escorte, mais grâce à une combinaison de facteurs heureux, notamment un retard causé par Joséphine qui s'attardait à ajuster son châle avant de partir et le fait que le cocher du carrosse de Napoléon était ivre et prit un mauvais tournant, la bombe n'explosa pas comme prévu. Elle tua néanmoins 5 autres personnes et en blessa plus d'une vingtaine, dont Hortense, la fille de Joséphine, dont la main fut éraflée par des éclats de verre lorsque la fenêtre du carrosse dans lequel elle et Joséphine voyageaient vola en éclats sous l'effet de l'explosion. Sans se laisser démonter, Napoléon insista pour qu'il continue jusqu'à l'opéra, où le premier consul et sa famille reçurent une ovation debout lorsque la nouvelle de la tentative d'assassinat se répandit. La bravoure mise à part, il s'en était fallu de peu. Si vous êtes touché par cette histoire extraordinaire, n'hésitez pas à laisser un like, cela nous aide énormément à continuer ce travail. Les intérêts premiers de Joséphine, que sa position d'épouse du premier consul puis d'impératrice des Français lui permettait d'assouvir sans limite budgétaire, résidaient dans le jardinage et les fleurs. Dans diverses résidences royales, mais en particulier à Malmaison, à l'ouest de Paris, elle fit aménager des jardins élaborés et agit comme mécène de certains des plus grands jardiniers, architectes paysagistes et horticulteurs de l'époque. Parmi eux figuraient des individus venus d'Angleterre et d'Écosse qu'elle fit venir en France, ce qui n'était pas chose aisée à une époque où la Grande-Bretagne et la France étaient en guerre quasi permanente.
Son intérêt le plus vif portait sur les roses, et dans le jardin de Malmaison, elle développa l'une des roseraies les plus élaborées jamais plantées, acquérant des dizaines de variétés différentes, dont certaines lui furent envoyées par Sir Joseph Banks, le directeur des jardins botaniques royaux de Kew. Ces roses furent cultivées par Joséphine, en collaboration avec André Dupont, l'un des grands experts français du jardinage de la première moitié du XIXe siècle. Elle commanda également au botaniste et peintre Pierre-Joseph Redouté de peindre de nombreuses roses de Malmaison, des images qui furent publiées à titre posthume avec des descriptions sous le titre « Les roses à la fin des années 1810 », un ouvrage qui peut prétendre être le premier livre jamais publié exclusivement sur le sujet des roses. Son mécénat en faveur des roses popularisa leur culture en France et dans d'autres régions d'Europe au début du XIXe siècle, et leur place parmi les fleurs les plus prisées de notre époque doit peut-être beaucoup à Joséphine. Joséphine fut également une mécène des arts d'une grande ampleur. Dans le domaine de la peinture, elle employa Pierre-Paul Prudhon, l'un des plus grands peintres romantiques français et le principal utilisateur du style pictural du clair-obscur, combinant de forts contrastes de lumière et d'ombre. Son chef-d'œuvre allégorique, La justice et la vengeance divine, poursuivant le crime, fut achevé en 1808 sous le mécénat du couple impérial. D'autres artistes de l'époque qui bénéficièrent de son soutien furent Jacques-Louis David, François Gérard et Antoine-Jean Gros. Elle joua un rôle déterminant dans l'émergence de Gros comme artiste de premier plan après que le couple se fut rencontré à Gênes en 1796, lorsqu'elle se rendit dans le nord de l'Italie pendant que Napoléon y menait campagne contre les Autrichiens. Gros fut rapidement chargé de peindre l'un des portraits les plus célèbres de Napoléon jamais réalisés, le général Bonaparte au pont d'Arcole. En matière de sculpture, elle fut une grande mécène de l'italien Antonio Canova, qui produisit plusieurs œuvres la représentant ou illustrant différentes scènes, notamment La danseuse aux mains sur les hanches et Les Trois Grâces. Les 4 œuvres qu'elle lui commanda furent léguées au tsar Alexandre de Russie, qui devint un ami proche de Joséphine dans les derniers mois de sa vie. Après sa mort, ses sculptures se retrouvèrent au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Enfin, à une époque où la décoration intérieure et la fabrication de mobilier avaient été élevées au rang d'art, elle employa Charles Percier et Pierre Fontaine, 2 des décorateurs d'intérieur les plus réputés de l'ère, pour meubler de nombreux palais et résidences royaux utilisés par elle-même et Napoléon au cours des années 1800. De nombreux portraits de Joséphine furent peints, qui sont bien connus aujourd'hui. Le plus célèbre est sans doute celui peint par Gros en 1809, peu avant son divorce. C'est un portrait relativement sobre d'elle, qui, à une époque antérieure au premier daguerréotype, est ce qui se rapproche le plus d'une représentation réaliste de sa personne. On y voit une femme aux cheveux bruns foncés, coupés relativement courts, un style qui se répandit davantage au XIXe siècle et qu'elle contribua à populariser. Ses lèvres sont pincées, expression faciale sans doute habituelle chez elle, compte tenu du noircissement de ses dents dès son jeune âge. Ce portrait fait écho à la description qu'en fit l'éminent philosophe prussien Wilhelm von Humboldt après l'avoir rencontré en 1798. Elle avait un aspect joli et délicat, mais le visage d'une femme du monde, avec une certaine expérience. Plus impressionniste fut le portrait que Prudhon peignit d'elle dans un cadre forestier. L'ensemble de la scène était destiné à la représenter sous les traits de Diane, la déesse romaine de la chasse, en imitation de plusieurs célèbres peintures de la Renaissance et du baroque représentant Diane. Une esquisse que Prudhon avait préparée comme modèle pour le tableau montrait également Joséphine avec une lyre posée à côté d'elle, déclaration allégorique sur son rôle de mécène des arts en France, mais pour des raisons inconnues, cet élément ne fut pas inclus dans le tableau final. La représentation la plus célèbre de Joséphine est cependant liée aux événements de la fin de l'année 1804. Au cours de cette année, en réponse à la reprise des conflits à travers l'Europe et à d'autres développements, Napoléon fut pressé de consolider sa position et de se faire couronner empereur de France. Bien que réticent dans un premier temps, il finit par céder, et le 2 décembre 1804, il fut couronné à la cathédrale Notre-Dame de Paris en tant qu'empereur des Français, lors d'une cérémonie spectaculaire et soigneusement orchestrée, présidée par le pape Pie VII, en imitation du couronnement de Charlemagne, le grand empereur de l'Empire carolingien, à Rome, le jour de Noël de l'an 800. Joséphine fut couronnée aux côtés de son mari en tant qu'impératrice des Français, bien que cela eût nécessité qu'il procède à une cérémonie de mariage religieux la veille,
le pape refusant de présider la cérémonie lorsqu'il apprit que leur union de 1796 avait été une cérémonie civile. Ils se marièrent à nouveau le 1er décembre et le lendemain, Joséphine fut couronnée impératrice. C'était un long chemin parcouru pour la fille d'un propriétaire de plantation de canne à sucre de la Martinique. Le rôle de Joséphine dans la cérémonie fut immortalisé 3 ans plus tard, lorsque Jacques-Louis David, le plus grand peintre de l'ère révolutionnaire et napoléonienne, acheva l'un de ses chefs-d'œuvre, le Sacre de Napoléon, que l'empereur lui avait commandé. L'action centrale du tableau est Joséphine, au centre même de la composition, agenouillée au bas de quelques marches, tandis que Napoléon, en haut des 3 marches, brandit la couronne qu'il s'apprêtait à poser sur sa tête. Il est exposé aujourd'hui au Louvre à Paris, témoignage de la place centrale de Joséphine dans la vie politique française au début du XIXe siècle. Joséphine fut une impératrice populaire au cours des 5 années suivantes. Comme Napoléon devait le déclarer à un moment donné, « Je gagne des batailles, mais Joséphine gagne les cœurs ». Une partie de cette popularité reposait sur sa générosité. Celle-ci ne prenait pas la forme d'un mécénat envers les hôpitaux militaires, les écoles ou les orphelinats, pratique courante parmi les élites de l'époque. Elle apportait plutôt un soutien financier considérable à des individus à titre personnel. 500 francs, par exemple, furent donnés à une ancienne infirmière du roi Louis XVI. Elle était généreuse pour distribuer de l'argent ici et là. De plus, elle était l'incarnation même de l'élégance, dépensant sans compter pour sa garde-robe et entretenant des demeures opulentes. Dans des années où les gens avaient développé une sorte de nostalgie mélancolique pour l'époque de la monarchie et les fastes de Versailles, après des années de révolution et de guerre, Joséphine représentait un retour au jour de la monarchie des Bourbons, ce qui renforçait sa popularité auprès du grand public. Mais ces dépenses ne pouvaient que désespérer Napoléon. En tant qu'impératrice, elle disposait d'un budget annuel de 360 000 francs, une somme non négligeable, et pourtant, au cours des 5 années en question, elle dépensa cette somme et accumula en outre des dettes supplémentaires de 3 200 000 francs. Son mari, conscient de sa nature dépensière, émit un ordre stipulant que tout artisan, tailleur ou marchand à qui l'impératrice devait de l'argent, devait effacer 20% de la facture, arguant que quiconque avait accumulé des dettes avec elle devait avoir pratiqué des prix excessifs. L'ironie du couronnement de Joséphine, en tant qu'impératrice des Français, aux côtés de Napoléon en 1804, était que leur mariage devenait de plus en plus tendu. Un épisode au château de Saint-Cloud, ancienne résidence royale dans la banlieue ouest de Paris, que Napoléon et Joséphine avaient réquisitionné comme l'une de leurs maisons préférées, illustre parfaitement les problèmes. Le 25 octobre, 5 semaines seulement avant le couronnement, Joséphine recevait des invités au salon du château lorsqu'elle aperçut l'une de ses dames de compagnie, Élisabeth de Vaudey, par une fenêtre, se hâtant de quitter son appartement. Joséphine s'était méfiée d'elle et des activités de Napoléon depuis que de Vaudey avait accompagné son mari à Aix-la-Chapelle à la fin de l'été, où Napoléon avait cherché à améliorer sa fertilité en utilisant les célèbres bains thermaux, dans le but que lui et Joséphine aient enfin un héritier mâle pour lui succéder sur le trône. En poursuivant son enquête ce jour de fin octobre, Joséphine trouva Napoléon et de Vaudey dans un petit appartement ensemble, non loin de leur propre chambre. Une dispute intense s'ensuivit, Joséphine l'attaquant pour ses infidélités constantes, et Napoléon déclarant alors qu'il divorcerait d'elle si elle continuait à l'espionner et à surveiller son comportement. La tension ne fut apaisée que grâce à l'intercession de la fille de Joséphine, Hortense. Une fois encore, l'affection de Napoléon pour ses beaux enfants l'emporta, mais les fissures dans le mariage étaient manifestes. Il ne fait aucun doute que Napoléon et Joséphine s'appréciaient profondément, malgré leur trahison mutuelle au fil des années, mais au moment de la violente dispute à Saint-Cloud, à la fin de l'automne 1804, un problème majeur creusait un fossé entre eux. Ce problème était simplement le fait que leur mariage n'avait pas donné naissance à des enfants après près de 10 ans de vie commune. C'était extrêmement problématique pour Napoléon, qui, comme bien des monarques ou empereurs avant lui, le roi Henri VIII d'Angleterre étant un exemple classique, était obsédé par la nécessité d'engendrer un héritier mâle, légitime pour lui succéder un jour et perpétuer sa lignée. En 1804, les membres de sa famille, dont beaucoup avaient toujours détesté Joséphine, le pressaient de divorcer et de se remarier pour avoir des enfants, faisant remarquer qu'elle approchait du début de la quarantaine et que ses années de fécondité touchaient à leur fin.
Mais Napoléon hésitait pour deux raisons. Premièrement, si l'amour était peut-être un mot trop fort, il admirait certainement Joséphine et souhaitait qu'elle restât son épouse. Deuxièmement, et peut-être plus important encore, il semblait clairement croire durant ces années que l'absence d'enfant dans le mariage était due au fait qu'il était lui-même stérile. Conclusion logique, étant donné qu'il n'avait eu aucun enfant de ses aventures ou autrement. Tandis que Joséphine avait deux enfants issus de son premier mariage. Cela allait changer à la fin de 1806, lorsque l'une des maîtresses de Napoléon, Catherine Éléonore de la Plaigne, liaison que la sœur de l'empereur, Caroline, avait orchestrée, donna naissance à un fils qu'ils prénommèrent Charles. Charles était illégitime et ne fournissait pas l'héritier que Napoléon souhaitait, mais sa naissance prouvait que Napoléon n'était pas stérile et pouvait avoir des enfants s'il se remariait. À partir de ce moment, son mariage avec Joséphine vivait sur du temps emprunté. Quelle que fût la précarité de la situation conjugale de Joséphine et Napoléon, elle n'eut jamais d'impact négatif sur la vie des deux enfants de Joséphine, issus de son premier mariage. Napoléon s'était bien adapté à son rôle de beau-père et s'en acquittait consciencieusement, favorisant les affaires d'Eugène et d'Hortense dans les années 1800. Eugène avait servi auprès de Napoléon comme aide de camp en Italie en 1797 et l'avait accompagné en Égypte l'année suivante. Par la suite, durant le consulat, il avait été promu à des postes militaires de premier rang et en 1804, il fut fait prince du royaume. 6 mois après le couronnement de Napoléon et Joséphine, en tant qu'empereur et impératrice, Eugène fut nommé vice-roi du royaume d'Italie, représentant royal de Napoléon sur place. Au cours des années suivantes, il fut souvent à la tête de l'armée d'Italie durant les guerres napoléoniennes, et bien qu'en tant que beau-fils de Napoléon, il fut exclu de la succession impériale, Napoléon fit de lui l'héritier du royaume d'Italie. Sur un plan quelque peu différent, Hortense avait épousé l'un des jeunes frères de Napoléon, Louis, en 1802. En 1806, son beau-père mit fin à la République batave, qui avait été constituée en gouvernement des Pays-Bas en 1795, et la transforma en royaume de Hollande, avec Louis et Hortense comme roi et reine. Ainsi, Napoléon promut son beau-fils et sa belle-fille comme s'il eût été leur père biologique. Alors que le mariage de Napoléon et Joséphine était en crise dans les années suivant leur couronnement en tant qu'empereur et impératrice, Napoléon finit par divorcer de Joséphine afin de se remarier avec une épouse convenable qui apporterait également des avantages d'un point de vue politique. Cela se produisit à la fin des années 1800, en conséquence de l'évolution des guerres napoléoniennes. Au moment du couronnement en décembre 1804, le continent entrait déjà dans la guerre de la Troisième Coalition, au cours de laquelle la France allait faire face à une nouvelle coalition menée par la Grande-Bretagne, l'Autriche et la Russie. Avec la victoire à la bataille d'Austerlitz en décembre 1805, Napoléon écrasa totalement l'Autriche, avant que n'éclate la guerre de la Quatrième Coalition avec la déclaration de guerre de la Prusse à la France. Bonaparte infligea à nouveau une défaite écrasante aux Prussiens, et avec la signature des traités de Tilsit à l'été 1807, la domination française sur la majeure partie de l'Europe jusqu'en Pologne à l'Est fut établie. Malgré cela, les Autrichiens décidèrent de faire à nouveau la guerre à la France en 1809, lors de la brève guerre de la Cinquième Coalition. Après une nouvelle défaite et la prise de Vienne, les Autrichiens furent contraints de céder de nouveaux territoires et furent totalement vaincus. À ce stade, les Autrichiens, craignant d'être réduits au rang de puissance de second ordre, comme les Prussiens l'avaient été par le traité de Tilsit, décidèrent qu'une alliance avec la France pourrait être la meilleure voie après avoir été défaits dans guerre après guerre par Napoléon depuis les années 1790. C'est dans ce contexte qu'une possible alliance matrimoniale entre Napoléon et les Habsbourg autrichiens fut proposée, avec un mariage entre l'empereur des Français et Marie-Louise, la fille de l'empereur François II d'Autriche. C'est le 30 novembre 1809 que Napoléon informa Joséphine de son désir de divorcer, notant calmement que sa décision était purement pratique, née de son besoin d'avoir un héritier pour le royaume et de son désir d'avoir des enfants légitimes. La réaction de Joséphine ne fut pas celle qu'il avait espérée. Des heures de cris angoissés s'ensuivirent. Ce soir-là, au dîner, elle s'évanouit apparemment. Pendant des jours, des cris se firent entendre depuis ses appartements, accompagnés de déclarations sur son incapacité à vivre s'il divorçait, peut-être une sorte de menace qu'elle tenterait de mettre fin à ses jours s'il persistait dans cette voie. Les choses ne se calmèrent qu'à partir du 5 décembre, après que son fils Eugène fut arrivé
et eut clairement indiqué que même son intervention, ou celle d'Hortense, se révélerait inefficace en cette occasion, malgré le fait qu'elle eût conduit à une réconciliation lorsque Napoléon était rentré d'Égypte en 1799 et en octobre 1804, lorsque Joséphine l'avait surpris avec sa maîtresse, de Vaudey. Acceptant la réalité, Joséphine consentit au divorce, qui fut finalisé quelques semaines plus tard pour l'absurde motif que leur mariage de mars 1796 avait été insuffisamment assisté et qu'il n'y avait pas eu assez de témoins. Leur second mariage de décembre 1804 fut ignoré. Les négociations avec l'Autriche s'accélérèrent par la suite, et le 11 mars 1810, Napoléon épousa Marie-Louise par procuration, le mariage formel ayant lieu au Louvre un mois plus tard. L'héritier que Napoléon avait si longtemps souhaité arriva moins d'un an plus tard, lorsque Napoléon, François-Joseph Charles Bonaparte, naquit le 20 mars 1811. Joséphine ne fut pas laissée dans le dénuement à la suite du divorce. Bien qu'elle dût déménager elle-même, son personnel et ses affaires de la résidence de Saint-Cloud et du palais des Tuileries au centre de Paris, elle se vit proposer des alternatives plus que convenables. Le palais de l'Élysée, qui est aujourd'hui la résidence officielle des présidents de France, mais qui avait changé de main aristocratique à plusieurs reprises au cours du siècle depuis sa construction, lui fut attribué, bien qu'elle résidât principalement après son divorce au château de Malmaison, un château à l'ouest du centre de Paris, en direction de Saint-Germain-en-Laye, une propriété que Joséphine avait achetée en 1799 pendant l'absence de Napoléon en Égypte, à crédit avec l'argent qu'elle espérait qu'il rapporterait d'Afrique du Nord. C'était une résidence délabrée à l'époque, mais située sur un domaine de 60 hectares, et Joséphine la transforma grâce à son amour du jardinage, établissant non seulement des jardins, mais aussi de vastes vergers et des serres, ainsi qu'une sorte de zoo d'animaux provenant de contrées aussi lointaines que l'Australie. C'est là qu'elle passa la majeure partie du reste de sa vie, avec quelques temps passés au château de Navarre en Normandie, qui lui avait également été accordé dans le cadre du divorce, ainsi qu'une généreuse pension annuelle pour couvrir ses dépenses fastueuses. En avril, le gouvernement lui conféra également le titre de duchesse de Navarre, d'après le château de Normandie. Napoléon continua à lui rendre visite, à l'occasion même après s'être remarié. Mais ces visites devinrent moins fréquentes avec le temps, et devinrent pratiquement inexistantes à partir de 1812, alors que les guerres, dans lesquelles il était perpétuellement engagé, se retournaient finalement contre l'empereur. Tandis que Joséphine menait sa vie de retraite impériale à Malmaison, les événements évoluaient rapidement à travers l'Europe, et pour une fois, il jouait contre son ancien mari. En 1812, irrité par le refus du tsar Alexandre de Russie d'appliquer le blocus continental, un vaste embargo économique sur les marchandises et le commerce britannique que la France avait tenté d'imposer à travers l'Europe, Napoléon décida d'envahir la Russie avec une armée colossale de près d'1 demi-million d'hommes. Il réussit dans un premier temps à conquérir une grande partie de l'ouest du pays et s'empara même de Moscou, mais les Russes ne se rendirent jamais et brûlèrent Moscou en se retirant. Au début de l'hiver, Napoléon fut contraint de battre en retraite vers la Pologne, mais son armée fut dévastée dans le processus par un hiver exceptionnellement rigoureux et des attaques de guérilla incessantes lors de leur progression vers l'ouest. Au lendemain de cette invasion désastreuse, une nouvelle alliance des puissances européennes se forma et la guerre de la 6e coalition éclata. Même l'Autriche finit par déclarer la guerre à la France, ignorant l'alliance matrimoniale qui avait conduit au divorce de Joséphine. La bataille de Leipzig, à la mi-octobre 1813, fut l'affrontement militaire décisif de la guerre qui s'ensuivit. Les Français perdirent l'engagement, et dans les mois qui suivirent, les Prussiens, les Russes et les Autrichiens avancèrent vers l'ouest en direction de la France. Malgré des efforts concertés pour bloquer leur avance, début avril 1814, ils s'étaient rapprochés de Paris et Napoléon fut contraint d'abdiquer. Il fut ensuite autorisé à devenir empereur de l'île d'Elbe, au large des côtes de l'ouest de l'Italie. Mais les Britanniques, qui s'opposaient à cet arrangement, craignaient à juste titre qu'il ne tardât pas à tenter de revenir en France et de reprendre le pouvoir au roi Louis XVIII, membre de la famille royale des Bourbons, qui avait rapidement été rétabli comme monarque du pays. Joséphine avait passé une grande partie du début de l'année 1814 au château de Navarre, mais rentra à Malmaison au début d'avril, au moment même où Napoléon abdiquait pour la première fois. Elle y noua une amitié improbable avec le tsar Alexandre de Russie, qui avait conduit ses armées à travers toute l'Europe
et qui vint rendre visite à l'ancienne épouse de l'empereur. Elle eut également la chance de retrouver ses enfants après une longue séparation familiale. Pendant des années, Eugène avait principalement été occupé en Italie, tandis qu'Hortense rendit également visite à Paris à cette époque, ayant vécu en Confédération helvétique pendant plusieurs années, où elle avait entretenu une longue liaison avec Charles-Joseph, comte de Flao. Joséphine avait donc sa famille autour d'elle durant ce qui allait être les dernières étapes de sa vie. Et grâce à la protection du tsar Alexandre, Eugène et Hortense ne furent pas punis pour leur lien avec Napoléon. Cependant, sa santé déclinait, car elle avait développé des symptômes grippaux dans les derniers jours d'avril et les premiers jours de mai, et dans les semaines qui suivirent, elle ne parvint pas à se débarrasser de ce qui est aujourd'hui compris comme une pneumonie. Elle continua à socialiser régulièrement avec le tsar et aurait également demandé à cette époque à être autorisée à quitter la France pour rejoindre Napoléon à l'île d'Elbe. Joséphine n'atteignit jamais l'île italienne, si tant est qu'elle en eût fait la demande. Au lieu de cela, son état se détériora considérablement vers la fin du mois de mai, avec une fièvre si sévère que lorsqu'Alexandre vint dîner avec la famille le 27 mai, elle ne put se lever pour le recevoir. Alexandre envoya alors ses médecins personnels pour la soigner, qui rapportèrent que son état de santé était très grave. Son état s'aggrava encore davantage le lendemain, à tel point que le matin du 29 mai, jour de la Pentecôte cette année-là, le dernier sacrement lui fut administré. Elle mourut vers midi, en présence d'Hortense et d'Eugène. En reconnaissance de son long règne en tant qu'impératrice des Français, son corps fut envoyé à Paris et exposé en état pendant 3 jours pour que le public puisse lui rendre hommage. Elle fut ensuite inhumée dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Rueil, à l'ouest de Paris, non loin de Malmaison. Elle avait 50 ans au moment de sa mort. Napoléon prit très mal la nouvelle de la mort de Joséphine, se retirant dans sa chambre pendant 2 jours et se faisant à peine voir, chose inhabituelle pour un homme d'une énergie habituellement sans limite. Il ne resta pas longtemps sur l'île. À la fin de février 1815, il s'en échappa et débarqua dans le sud de la France, arrivant à Paris à la mi-mars, où il reprit rapidement le pouvoir. Mais ce fut un second règne éphémère. La Grande-Bretagne, la Prusse, l'Autriche, la Russie et leurs alliés commencèrent tous à mobiliser leurs armées pour écraser Bonaparte avant qu'il n'eût la chance de ressusciter son empire. À la bataille de Waterloo, dans ce qui est aujourd'hui la Belgique, le 18 juin, Bonaparte fut vaincu par les Britanniques et les Prussiens. Quelques jours plus tard, il fut contraint d'abdiquer pour la seconde fois. Cette fois, les Britanniques étaient déterminés à ce qu'il ne pût jamais revenir les importuner, et il fut envoyé comme prisonnier sur l'île de Sainte-Hélène, colonie britannique au milieu de l'Atlantique Sud et l'un des endroits les plus isolés de la planète. Il y vécut le reste de sa vie jusqu'à sa mort, le 5 mai 1821. Ses derniers mots auraient été « La France, l'armée, tête de l'armée, Joséphine ». Les descendants de Joséphine allaient régner dans de nombreux pays. Le fils d'Hortense avec Louis Bonaparte et petit-fils de Joséphine, Charles-Louis Napoléon, devint président de la France en 1848, puis Napoléon III en 1852, gouvernant le Second Empire français pendant près de 2 décennies. Eugène eut une fille prénommée Joséphine en hommage à sa grand-mère, qui épousa le roi Oscar Ier de Suède en 1823. Par elle, les maisons royales de Suède, de Belgique, du Danemark et de Norvège, ainsi que le grand-duc de Luxembourg, sont tous en partie descendants de Joséphine. Joséphine Bonaparte fascine les gens depuis 2 siècles. On pourrait légitimement se demander pourquoi. Après tout, elle n'accomplit que peu de choses par elle-même, sa prééminence au sein de la société française étant due presque entièrement à sa relation avec Napoléon et à sa poursuite acharnée du pouvoir. Même en tant qu'épouse du premier consul, puis en tant qu'impératrice des Français, ses intérêts résidaient principalement dans la décoration de ses demeures et l'aménagement de jardins élaborés. Elle ne manifesta guère le sens charitable qui suscite souvent une admiration considérable dans la royauté moderne à travers le mécénat d'orphelinats, d'écoles et d'hôpitaux. Et pourtant, elle a fait l'objet de nombreux livres, notamment de Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, et a été longuement représentée à l'écran. La seule explication à cela est que son caractère était suffisamment énigmatique et sa relation avec Napoléon suffisamment intéressante pour avoir suscité l'intérêt des gens de génération en génération. Napoléon était subjugué par elle, du moins au début, et ignora de nombreuses conventions sociales pour l'épouser. Même après avoir appris son infidélité, il resta avec elle
et en fit l'impératrice des Français en 1804, tandis que ses dernières pensées sur son lit de mort à Sainte-Hélène furent apparemment pour elle. Il y avait peut-être une bonne raison à cela. Malgré ce qu'elle pouvait paraître de superficiel dans ses occupations et son caractère, il semble qu'une intelligence vive sous-tendait sa personnalité. Elle était, en un mot, une véritable énigme. C'est peut-être pour cela qu'elle a suscité un intérêt aussi durable auprès d'un si grand nombre de personnes. Que pensez-vous de Joséphine Bonaparte? Pensez-vous qu'elle et Napoléon s'aimaient vraiment, malgré leurs aventures et la nature peu conventionnelle de leurs relations? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Notre prochain épisode vous plongera dans le destin d'une autre figure extraordinaire dont le parcours a changé le cours de l'histoire. Vous ne voudrez pas le manquer.